Pour comprendre les algies pelvi-périnéales de la femme, il faut absolument se souvenir du trajet et de la topographie des nerfs qui vont se projeter au niveau de ce périnée. Sur une première vue en position gynécologique, dont voilà la face ventrale du périnée de la femme. Celui-ci est d'abord constitué par un cadre osseux qui, vers l'avant, correspond à la symphyse pubienne, latéralement correspond au relief des deux tubérosités ischiatiques et médialement et dorsalement à la pointe du coccyx. Le losange périnéal va être vers l'arrière délimité par le rebord inférieur du plan ligamentaire du ligament sacro-tubéral. Sur ce périnée, nous allons y retrouver l'abouchement des trois appareils urinaires en avant avec l'orifice urétral, génital au milieu avec l'orifice vulvo-vaginal et anal en arrière avec la collerette cutanée péri-anale. Les nerfs qui vont se projeter sur ce périnée proviennent tout d'abord du plexus lombal. La première racine, qui est la racine L1, va ici par la branche terminale du nerf ilio-hypogastrique venir prendre en charge le périnée antérieur au voisinage du capuchon cutané clitoridien et de la partie toute ventrale des formations labiales vulvaires. La deuxième racine lombale, par l'intermédiaire de la branche génitale du nerf génito-fémoral, va également venir s'épanouir sur la face externe des grandes lèvres vulvaires. Puis, à partir des racines L5, S1 et S2, le nerf cutané fémoral postérieur de la cuisse, l'ancien nerf petit sciatique, va maintenant venir, passant en dessous et en dehors de la tubérosité sciatique, prendre en charge la face cutanée latérale des grandes lèvres vulvaires. C'est bien sûr au nerf pudendal, issu des racines S2, S3 et S4, que va revenir tout le privilège de la prise en charge de la sensibilité périnéale. Ce nerf va donner des branches superficielles destinées aux formations labiales, destinées vers l'arrière à la zone périanale, des branches superficielles dont certaines peuvent éventuellement traverser le grand ligament sacro-sciatique et des branches profondes qui, après avoir cheminé sous la branche ischiopubienne, passant en dehors du ligament suspenseur du clitoris, vont venir s'épanouir à l'aplomb du gland clitoridien et de la face toute ventrale des petites lèvres de la vulve. Enfin, à la partie la plus dorsale du périnée, la racine S5 et les éventuelles racines coccygiennes vont venir constituer l'efflorescence du nerf anal postérieur de Morestin qui va être incriminé dans les coccygodynies. Si l'on représente sur une vue périnéale, dont voilà toujours la face ventrale et le côté latéral, les constituants musculaires, tout d'abord du plan périnéal moyen, nous allons retrouver le cadre osseux de la symphyse vers l'avant, les tubérosités ischiatiques vers l'arrière et la pointe du coccyx sur la ligne médiane et en arrière. C'est là que nous allons montrer le bord inférieur de ce grand ligament sacro-sciatique, ce ligament sacro-tubéral, ce ligament sacro-tubérositaire, qui va venir s'enrouler sur la face médiale de la tubérosité sciatique pour constituer, à l'image d'une schistera de pelote basque, le classique canal d'Alcock. Là, nous allons bien sûr retrouver les trois orifices
viscéraux que sont l'orifice urétral en avant, l'orifice vulvo-vaginal au milieu et la collerette anale vers l'arrière. Le noyau fibreux central du périnée apparaît comme une véritable clé de voûte qui va diviser ce losange périnéal en deux triangles, et c'est sur ce noyau fibreux central du périnée que, ici du côté droit, vient s'implanter le muscle transverse profond du périnée. En arrière, nous sommes à l'aplomb du sphincter strié de la marge de l'anus, qui est constitué par les trois couches sphinctérielle, la plus profonde, qui est annulaire, la couche moyenne, qui va en avant s'entrecroiser sur la ligne médiane avec les fibres contralatérales, et qui va venir en arrière sur le raphé anococcygien, sur la classique ligne blanche médiane postérieure de Cruvey-Illier. Enfin, le sphincter strié de la marge de l'anus va être constitué par une troisième couche musculaire, la couche la plus superficielle, qui va s'entrecroiser également en arrière sur le raphé anococcygien et qui va en avant venir mêler ses fibres à celles du transverse et à celles des muscles bulbo-caverneux et des muscles sphinctériels vulvaires. Dans cette partie postérieure, ici toujours du côté droit, nous sommes là à l'aplomb de la fosse ischio-rectale remplie par de la graisse, et il n'y a pas de plan aponévrotique qui sépare cette fosse de la région cutanée dorsale. Par contre, dans la moitié antérieure, il va y avoir une aponévrose périnnéale moyenne qui va se dédoubler pour englober le transverse profond du périnée et qui va maintenant se dédoubler pour englober les muscles sphinctériels, le muscle vulvo-vaginal, le sphincter strié vulvaire, et en avant le sphincter strié de l'urètre, le classique petit muscle de Houston. Le sphincter vulvo-vaginal est responsable du vaginisme inférieur de Budin, et ces structures sont donc dans ce plan aponévrotique moyen qui, dans la partie toute antérieure, sous-pubienne, va s'épaissir pour constituer sous le ligament arqué sous-pubien médian le ligament transverse décrit par Henle, ce renforcement que voilà. Ces éléments de ce plan moyen se trouvent du côté cutané par rapport au prolongement ventral de la fosse ischio-rectale qui, comme cette flèche, va expliquer que certaines collections absédées puissent fuser vers l'avant et sur le côté. Vers l'arrière, la cloison septale de la ligne blanche postérieure explique pourquoi les abcès de la région fessière droite ne fusionnent pas et ne fusent pas du côté contralatéral. Nous sommes là, bien sûr, dans le territoire du nerf pudendal, comme nous l'évoquions tout à l'heure, dont la branche profonde va venir innerver le transverse profond du périnée, va venir innerver le sphincter vulvo-vaginal, va venir innerver le sphincter strié de l'urètre, et dont le rameau anal postérieur va prendre en charge, sous l'angle moteur, le sphincter strié de la marge de l'anus avec ses principales couches, et sous l'angle sensitif va venir ici s'épanouir sur la peau de la partie latéro- et rétro-anale, où nous pouvons ici rappeler le petit nerf postérieur anal de Morestin. Sur la moitié gauche de ce schéma, je vais représenter le diaphragme pelvien, le muscle principal qu'est le levator ani. Il me faut au préalable mettre en place le muscle obturateur interne qui, inséré au pourtour du trou obturé,
va se diriger vers l'arrière pour sortir par la petite échancrure sciatique. Ce muscle est là recouvert par son aponévrose qui va servir d'implantation au muscle levator ani. Le releveur de l'anus va être constitué par ces trois contingents classiques. Le premier, d'origine pubienne, d'insertion pubienne, qui constitue le muscle pubo-prérectal qui vient sur le noyau fibreux central du périnée, et le contingent pubo-latéraux et rétrorectal qui vient pour ses fibres les plus dorsales jusque sur la pointe du coccyx. Le deuxième contingent musculaire important va être représenté par le contingent d'insertion iliaque. Tout d'abord, les fibres ilio-prérectales qui, avec les fibres pubo-prérectales, vont constituer sur le côté du vagin le muscle compressor vaginalis, le muscle de l'orgasme de la femme. Puis, le contingent d'insertion iliaque va maintenant donner les fibres ilio-rétrorectales qui viennent sur le raphet anococcygien, qui viennent également jusque sur le voisinage de la pointe du coccyx. Et comme nous l'avions dit tout à l'heure, ces fibres, en s'implantant sur l'aponévrose de recouvrement du levator ani, du muscle obturateur interne, vont ici déterminer l'épaississement qu'est l'arcade du levator ani. Enfin, le troisième et dernier contingent du muscle releveur de l'anus est le contingent ischiatique qui, inséré sur la tubérosité ischiatique, vient ici constituer le faisceau ischio-rétrorectal et le faisceau ischio-coccygien. Certains auteurs ont même décrit un tout petit muscle ischio-coccygien tendu directement vers la face latérale du coccyx qui peut être assimilé au contingent le plus postérieur du muscle levator ani, et il existe entre ce petit muscle et le releveur de l'anus une petite fenêtre, une petite fissure à travers laquelle certaines collections purulentes peuvent également fuser. Bien sûr, ce releveur de l'anus, ce diaphragme pelvien principal, qui est dans le plan profond, va être innervé par sa face endopelvienne à partir essentiellement de la racine S3. Nous allons mettre en place maintenant la partie toute ventrale de ce périnée antérieur chez la femme pour expliquer le plan superficielle avec toujours la même orientation, la face ventrale, la symphyse pubienne et latéralement les tubérosités ischiatiques avec les foramen obturés, et puis bien sûr juste au-dessus de l'abouchement urétral le gland clitoridien puis l'orifice vulvaire avec cette clé de voûte que nous évoquions tout à l'heure, qui est le noyau fibreux central du périnée. L'aponévrose périnéale moyenne va alors servir de zone d'appui sur la moitié gauche du dessin aux structures érectiles qui sont tout d'abord formées par le bulbe vulvo-vaginal. Cette formation érectile est dans l'épaisseur de la petite lèvre de la vulve et sa partie dorsale, la plus renflée, va être là au voisinage de la glande de Bartholin, dont nous voyons ici la partie la plus dorsale et dont ici en pointillé nous schématisons le trajet de l'orifice et du canal d'abouchement de cette glande. Deuxièmement, sous la branche ischio-pubienne, voici la racine du corps caverneux du clitoris avec sa portion caudale qui est effilée vers l'arrière et qui se dirige vers le corps clitoridien vers l'avant. Enfin, dans ce plan superficiel, nous allons évoquer le petit muscle et d'ailleurs inconstant transverse superficiel du périnée. Ces structures, de l'autre côté,
toujours avec le plan de l'aponévrose périnéale moyenne, vont être entourés par les muscles qui sont annexés à ces formations érectiles, muscles que sont tout d'abord le muscle bulbo-caverneux, inséré sur le noyau fibreux central du périnée en arrière, et le muscle ischio-caverneux inséré sur la face inférieure de la branche ischiopubienne. Ces deux muscles en avant vont unir leurs deux tendons terminaux destinés pour les tendons inférieurs au frein du clitoris et destinés pour les tendons supérieurs au capuchon clitoridien cutané que ces muscles vont alors découvrir au moment de l'érection. Ces structures sont contenues dans une aponévrose périnéale superficielle que je vais partiellement représenter sur le côté droit, ici sectionné. Il existe ainsi un plan de clivage entre l'aponévrose périnéale moyenne et l'aponévrose périnéale superficielle, plan de clivage dans lequel passe cette double flèche, et par rapport à la peau, entre la face profonde de la peau et posée sur cette aponévrose périnéale, il y a dans l'épaisseur de la grande lèvre vulvaire une boule graisseuse qui est quelquefois à l'origine de certaines tumeurs bénignes que sont les lipomes qu'on y décrit. Bien sûr, c'est maintenant le territoire des branches superficielles du nerf pudendal qui vont, sous l'angle moteur, prendre en charge le muscle bulbo-caverneux, prendre en charge le muscle ischio-caverneux et, sous l'angle sensitif, venir donner les ramifications terminales sur la peau des formations labiales. Si l'on pratique une coupe sagittale du petit bassin de la femme avec en arrière le sacrum, la charnière lombo-sacrée et la jonction sacro-coccygienne, les 5 sacrèbres, le promontoire et vers l'arrière le hiatus sacré en regard de S4 avec la crête sacrée postérieure et médiane. Sur cette coupe sagittale, nous allons vers le bas et vers l'avant retrouver la symphyse pubienne avec la ligne du détroit supérieur et l'épine du pubis, la face ventrale et la portion crâniale étant dans ce plan. Sur le côté, nous allons profiler l'iliaque et la branche iliopubienne, et puis la moitié droite de la coupe du sacrum et du coccyx avec les foramen sacrés, des trous sacrés antérieurs dans ce plan. L'articulation sacro-iliaque nous permet maintenant de montrer la grande échancrure sciatique, l'épine sciatique, la petite échancrure sciatique, la tubérosité ischiatique, puis dans ce plan tout antérieur, le foramen obturé. Nous allons y mettre les formations ligamentaires que nous connaissons là, que sont le petit ligament sacro-sciatique, le ligament sacro-spinal, le ligament sacro-épineux, qui est là inséré sur l'épine sciatique, en dedans du grand ligament sacro-sciatique, le ligament sacro-tubéral, le ligament sacro-tubérositaire, qui revient ici sur la face interne de la tubérosité, dessiner le canal d'Alcock déjà nommé tout à l'heure. Et ces deux structures ligamentaires vont ainsi isoler les deux échancrures, la grande et la petite échancrure sciatique. Enfin, mentionnons ici la membrane obturatrice qui va fermer en quasi-totalité le foramen obturé. Nous allons pouvoir sur ce schéma rappeler le trajet des muscles pelvitrochantériens avec tout d'abord le pyramidal du petit bassin, le muscle piriforme inséré sur la face antérolatérale du sacrum qui va sortir par la grande échancrure sciatique et qui va ainsi diviser cette grande échancrure sciatique en deux étages, un étage suprapyramidal, un étage sous-infrapyramidal. Le deuxième muscle pelvitrochantérien qui va nous intéresser est représenté par l'obturateur interne qui lui va sortir par la
petite échancrure sciatique va se réfléchir à angle droit pour se diriger vers la ligne intertrochantérienne postérieure. Comme nous l'avons montré tout à l'heure dans ce plan, ce muscle obturateur interne va être recouvert par son plan aponévrotique qui va maintenant servir d'implantation au muscle levator ani, dont je vais simplement représenter la tranche de section de l'implantation et rappeler ici l'épaississement de cette aponévrose qui porte le nom de l'arcade du releveur de l'anus. Sur ce schéma, la ramification vasculaire nous permet de rappeler ici la terminaison de l'artère iliaque primitive qui va donner vers le dehors l'artère iliaque externe qui nous intéresse peu ici et qui va donner maintenant dans le pelvis l'artère iliaque interne, l'artère hypogastrique qui va abandonner l'artère obturatrice, qui va abandonner l'artère ombilico-vésicale, qui va abandonner les artères sacrées latérales, qui va abandonner les artères génitales que nous allons reprendre dans un prochain paragraphe et qui va surtout maintenant abandonner le tronc ischio-pudendal, le tronc ischio-honteux, dont la branche pudendale, après être sortie temporairement de la grande cavité pelvienne, va repénétrer dans cette cavité pour prendre en charge maintenant, sous l'angle vasculaire, le périnée. C'est l'artère du périnée, l'artère honteuse interne. L'urétère, qui est descendu de son fuseau lombal et qui a ici surcroisé à l'aplomb de la flexura marginalis de Schwalbe les vaisseaux iliaques internes et externes, dessine dans ce plan sa courbe de son fuseau pelvien à concavité antérieure en direction de la face postérieure de la vessie où l'urétère va venir s'aboucher. Sur cette vue, nous allons maintenant évoquer les ramifications nerveuses qui vont expliquer la projection périnéale de certaines douleurs et nous allons commencer par les racines d'origine somatique. À partir de L4, L5, rejoint ensuite par la racine S1, voici dans le plexus sacrosciatique ce qui va donner naissance au nerf glutéal supérieur qui va sortir par la grande échancrure sciatique, puis ce tronc L4, L5 et S1 va maintenant être rejoint par la racine S2 et par la racine S3 pour constituer le volumineux nerf ischiatique, le grand nerf sciatique qui sort dans la partie la plus dorsale de cet orifice sous-pyramidal de la grande échancrure sciatique. C'est là, à partir de la racine S3, que va prendre naissance le petit filet moteur qui va assurer la commande motrice du muscle releveur de l'anus. Et puis, à partir de S2, mais surtout à partir de S3 et à partir de S4, va maintenant prendre naissance le nerf pudendal, ce nerf qui va lui aussi sortir par la grande échancrure sciatique, mais de façon plus médiale que le grand nerf sciatique, et qui, après être sorti temporairement lui aussi de cette grande cavité pelvienne, par la grande échancrure sciatique, va à nouveau repénétrer ici par la petite échancrure sciatique pour arriver dans le canal d'Alcock et donner là ses rameaux moteurs et sensitifs pour le plancher périnéal avec vers l'arrière le rameau anal. Nous montrerons ici à partir de S5 et des rameaux coccygiens le trajet du nerf anal postérieur de Morestin. Rappelons à partir de L2, L3 et L4 le trajet ici du nerf obturateur qui va avec ses artères et veines satellites sortir par le foramen sous-obturé. La deuxième structure neurologique importante va être représentée par le contingent végétatif orthosympathique qui tout d'abord va être constitué par le nerf hypogastrique supérieur de Ovelac qui vient de ce plexus présacré, de ce plexus hypogastrique supérieur, et la chaîne orthosympathique va alors descendre dans la cavité pelvienne pour donner la chaîne latéro-vertébrale sacrée, marquée par les 5 renflements ganglionnés sacrés et marquée sur la ligne médiane par le petit renflement ganglionné de Walter. Ces rameaux
communicants unissent dans cette portion pelvienne ces ganglions de la chaîne latérovertébrale aux racines somatiques et vont expliquer la projection pariétale des douleurs d'origine viscérale. Cette chaîne orthosympathique va alors envoyer à partir de ces ganglions sacrés, feutrant l'espace de la lame hypogastrique vers l'avant, les rameaux orthosympathiques d'origine sacrée cette fois, qui avec le nerf hypogastrique supérieur viennent maintenant constituer le plexus hypogastrique. C'est cette lame fenêtrée qui fait 4 à 5 cm de long, qui est là embrochée sur le trajet de l'urtère pelvien avant son abouchement dans la face postérieure de la vessie. Et ce plexus, ce ganglion hypogastrique de Lee et Frankenhauser, va maintenant recevoir à partir des racines S2, à partir des racines S3 et à partir des racines S4, l'afférence parasympathique du parasympathique pelvien. C'est à partir de ce plexus hypogastrique que vont se détacher les branches à destinée viscérale antérieure vésicale, à destinée viscérale médiane génitale et à destinée viscérale dorsale rectale. C'est là, au contact de l'urtère, bien sûr, que nous pourrions rappeler la crosse de l'artère utérine et le trajet de l'artère vaginale longue pour la loge génitale moyenne. Eh bien, nous allons mettre en place maintenant une vue glutéale postérieure pour montrer le trajet particulier de ce nerf pudendal, vue dont voilà la portion crâniale et la face latérale droite. Nous sommes ici en regard de l'articulation sacro-iliaque droite et nous allons simplement rappeler la grande échancrure sciatique, l'épine sciatique, la petite échancrure sciatique et la tubérosité ischiotique avec les crêtes rugueuses d'insertion musculaire. Nous allons également rappeler les formations ligamentaires que sont le petit et le grand ligament sacro-sciatique. En vue dorsale, c'est bien sûr le grand ligament sacro-sciatique qui va apparaître dans toute son étendue, et vers le bas, ce grand ligament vient ici se replier sur lui-même pour former le canal sous-tubérositaire d'Alcock. Ici, en vue dorsale, voilà sur l'épine sciatique le trajet de l'implantation du ligament sacro-spinal, du ligament sacro-épineux, du petit ligament sacro-sciatique. Et voilà sur cette vue dorsale les deux échancrures, la grande et la petite échancrure sciatique. Nous rappellerons simplement, compte tenu de son volume, de son importance de couverture de la région, les fibres ici rapidement sectionnées du muscle grand fessier, du muscle gluteus maximus qui là va venir lui aussi sur le grand trochanter à la face dorsale. Sur cette vue postérieure, voici l'émergence des muscles pelvi-trochanteriens évoqués tout à l'heure. Dans la grande échancrure sciatique, la sortie du muscle piriforme, du muscle pyramidal du petit bassin et les deux segments suprapyramidal et infrapyramidal de la grande échancrure. Dans la petite échancrure sciatique, voilà la réflexion à angle droit du muscle obturateur interne qui, avant que de gagner la face postérieure de la ligne intertrochantérienne postérieure, va là cueillir au passage les deux petits muscles jumeaux pelviens supérieurs et inférieurs. Dans la partie supérieure, nous allons ici rappeler l'émergence du nerf glutéal supérieur, et dans la portion la plus latérale de ce segment sous-pyramidal de la grande échancrure sciatique, voilà l'arrivée du grand nerf sciatique. Celui-ci va être accompagné par le petit nerf sciatique, par le nerf cutané fémoral postérieur de la cuisse qui est collé sur la face postérieure du grand sciatique, et ce nerf va abandonner
le rameau sensitif cutané que nous évoquions tout à l'heure, qui va passer en dessous et en dehors de la tuberosité sciatique avant que de venir, comme nous l'avions montré ici tout à l'heure, s'épanouir sur la face latérale du périnée antérieur. Ce nerf petit sciatique, ce nerf cutané fémoral postérieur de la cuisse, va par ailleurs abandonner le nerf glutéal inférieur, le nerf moteur du muscle grand fessier. Dans le segment plus interne, voici l'émergence, toujours à partir de la racine S3 du petit nerf moteur du muscle obturateur interne, et puis voici dans la partie la plus médiale l'arrivée et la traversée temporaire de cette région glutéale profonde du nerf pudendal. Ce nerf pudendal va abandonner quelquefois de façon précoce ici son rameau anal, qui était lui aussi montré tout à l'heure, et va pouvoir abandonner, comme nous l'avions également signalé, une branche qui peut quelquefois traverser dans ce plan le grand ligament sacro-sciatique et que je vais ici densifier. Ce nerf pudendal, après être sorti dans ce plan, va très rapidement repénétrer dans le plancher pelvien pour venir dans ce canal d'Alcock. Il est accompagné bien sûr par l'artère pudendale qui va, avec les veines satellites, dont la turgescence, dont la stase, dont les pelotons veineux vont pouvoir aussi expliquer certaines irradiations des douleurs pudendales en rapport avec la congestion veineuse pelvienne, et le contingent ischiotique de ce tronc artériel ischiotico-pudendal est jeté en pont vers l'arrière et vers le dehors. C'est de là que remonte l'artère qui, rejoignant l'artère glutéale supérieure, va constituer l'un des cercles anastomotiques de suppléance postérieure par rapport à l'articulation de la hanche. Nous sommes ici dans les deux points stratégiques du défilé douloureux du nerf pudendal. Le premier conflit se trouve là, lorsque le nerf pudendal, qui est tout près de la pointe de l'épine sciatique, qui est contre le petit ligament sacrospinal, qui peut quelquefois être calcifié, être fibreux, va alors être comprimé. Et bien sûr, le deuxième point de compression, c'est le syndrome canalaire dans le canal d'Alcock. Je vais maintenant, pour bien montrer ces rapports topographiques et le trajet des nerfs, figurer trois coupes, dont la première grande A va passer par la loge vésicale, la loge urinaire en avant, dont la deuxième grand B frontale va passer par la loge génitale au milieu, et dont la troisième grand C va passer par la loge digestive en arrière. La première coupe, grande A, qui passe donc par la loge urinaire, va nous permettre de retrouver l'os iliaque avec à sa face externe la cavité cotyloïde et la ligne du détroit supérieur, puis le foramen obturé et vers le bas la branche ischiopubienne. Voici le plan de la ligne médiane, c'est le côté droit. Voilà ici contre le foramen obturé, la membrane obturatrice, et les éléments musculaires pariétaux, l'iliopsoas, qui est dans le même plan que le muscle obturateur interne que nous sectionnons ici. C'est là que nous allons aussi retrouver le nerf fémoral, et par rapport à l'aponévrose de recouvrement qu'est le fascia iliaca et l'aponévrose de l'obturateur interne, la branche du génito-fémoral, puis le trajet ici du nerf obturateur qui va bientôt sortir par le foramen obturé. Ce nerf obturateur sera bien sûr accompagné par son pédicule vasculaire artério-veineux. Ici, la loge est sous l'angle viscéral formée par la vessie, dont voilà le col, puis vers le bas, le prolongement par l'urètre avec l'orifice urétral et la portion cutanée qui, ici, se prolonge par la petite lèvre et la face sous-ventrale de la grande lèvre vulvaire en regard du sillon génito-fémoral.
Au niveau du col de la vessie se trouve le sphincter lisse de la vessie, et autour de l'abouchement périnéal de l'urètre, voici le petit muscle de Houston, le sphincter strié de l'urètre. Comme nous l'avons montré tout à l'heure, ce muscle va cheminer dans le dédoublement de l'aponévrose périnéale moyenne, qui est dans ce plan. Et nous sommes là, bien sûr, en dessous du diaphragme pelvien principal, en dessous du muscle levator ani, en dessous du releveur de l'anus, que voilà sectionné en s'implantant sur l'aponévrose de l'obturateur interne. Ce muscle y a déterminé l'arcade du releveur de l'anus et il est recouvert par son aponévrose qui lui est propre. Voici, en regard de ces croix, le prolongement antérieur de la fosse graisseuse ischiorectale qui avait été montrée tout à l'heure. Et nous sommes ici, bien sûr, dans l'espace périnéal moyen, à l'aplomb du nerf pudendal dont les branches profondes vont prendre en charge le muscle de Houston, le muscle sphincter strié de la marge de l'anus, toujours accompagné par les éléments veineux et artériels satellites. Le périnée superficiel va être constitué par la portion toute antérieure du bulbe vulvovaginal, par la portion renflée du corps caverneux du clitoris, et autour de ces structures, comme nous l'avions également dessiné tout à l'heure, les muscles annexés à l'érection, le muscle bulbo-caverneux, le muscle ischio-caverneux, structures qui sont recouvertes par l'aponévrose périnéale superficielle, laquelle va envoyer les fibres qui attirent la peau pour déterminer le sillon génito-fémoral, va envoyer le dédoublement autour du bulbo caverneux et le sillon, attirer le sillon internymphéal et venir s'étaler à la face profonde de la peau de la grande lèvre vulvaire, logeant là dans ses mailles le dartos superficiel. C'est là que se trouve la boule graisseuse qui donne quelquefois certains lipomes de la grande lèvre. Et bien là, nous sommes à l'aplomb des branches superficielles du nerf pudendal, branches motrices bien sûr pour les muscles ischio-caverneux et bulbo-caverneux, et branches sensitives pour la peau des formations annexées à la vulve. Au-dessus du releveur de l'anus, nous sommes au niveau de la loge viscérale antérieure qui est marquée donc par la vessie, qui est marquée aussi par le fond du corps de l'utérus qui est en antéflexion sur la vessie, et nous allons latéralement remettre en place bien sûr l'artère iliaque externe accompagnée par la veine iliaque externe et le trajet de l'urètère pelvien qui va surcroiser tous ces éléments pour gagner la face postérieure de la vessie. L'urètère va ainsi venir s'aboucher en bec de flûte à la face postérieure du trigone vésical. Voilà le trajet urétéral et nous allons maintenant pouvoir figurer la disposition du péritoine pariétal qui va latéralement donner attache aux ailerons du ligament large qui passe au-dessus de l'utérus, l'utérus restant en situation sous-extra-péritonéale, et le péritoine pariétal va maintenant plonger sur la fossette latéro-vésicale de Valdeyer sur le côté de la vessie. L'urtère, dans tout son trajet, est bien sûr en situation extra- et sous-péritonéale, et c'est là que se trouve la fossette pariéto-ovarique, où l'ovaire en position intrapéritonéale va être rattaché par son mésovarium. Sur le côté de l'utérus, voilà le pédicule de l'artère utérine avec son plexus pampiliforme. Et puis, nous allons ici montrer que latéralement, le cul-de-sac péritonéal latéro-vésical va être sous-tendu par la lame hypogastrique, par la grande lame pubo-sacrée, la lame dans l'épaisseur de laquelle vont cheminer les éléments
trophique, l'artère ombilico-vésicale qui est là, mais les éléments nerveux également du plexus hypogastrique et les éléments veineux qui expliquent ce feutrage de cette lame conjonctive qui, sur l'aponévrose du releveur de l'anus, va alors déterminer l'arc endopelvien, le fascia pelvis, et envoyer ces cloisons qui isolent ainsi complètement la loge périvésicale par rapport à l'espace pelvis sous-péritonéal qui est là. Dans la partie supérieure, abdominale cette fois, du côté droit, voilà ici rappelé le séco-appendice. Dans la région moyenne, voici rappelé les anses intestinales grêles. Et ici, du côté gauche, voilà la boucle sigmoïdienne. Ce sont là des structures qui sont intra-péritonéales, bien sûr, mais dont les pathologies vont pouvoir, appuyant sur les racines qui vont sur le périnée superficiel donner leur branche terminale, expliquer les irradiations de kystes de l'ovaire, de formations tumorales, sigmoïdiennes, intestinales ou séco-appendiculaires, et qui vont ainsi se traduire par des algies pelvipéritonéales basses. Sur la deuxième coupe, grand B, frontale toujours, passant par la loge génitale, nous allons retrouver les éléments pariétaux précités sur lesquels je n'insiste pas, l'aile iliaque avec la ligne du détroit supérieur, le foramen obturé, la membrane obturatrice et les muscles iliopsoas à la partie haute et obturateur interne à la partie basse. Nous allons y retrouver les formations aponévrotiques du fascia iliaca et de l'aponévrose de l'obturateur interne. C'est là que chemine le nerf fémoral, le nerf génitofémoral et le nerf obturateur. Dans cette cavité pelvienne, dont voilà la ligne médiane, la coupe va maintenant intéresser la loge génitale représentée par le vagin. Le vagin, à la partie basse, va présenter les caroncules hyménéales et va se prolonger par le vestibule vulvo-vaginal qui nous mène à la portion cutanée des petites lèvres vulvaires et des grandes lèvres vulvaires avec toujours le sillon génito-fémoral dans la portion latérale. Le vagin permet d'y retrouver la colonne longitudinale, l'arbre de vie, avec la striation transversale que l'on voit très bien en colposcopie, qui lui donne cet aspect en palais de chien. Et puis, dans le fond du vagin, voici l'abouchement du museau de Tange, voici l'abouchement du col de l'utérus, avec l'orifice de l'exocole qui est là, et latéralement, les cul-de-sac latéraux cervicaux du vagin. Nous retrouvons bien sûr sur le côté le muscle releveur de l'anus, le diaphragme pelvien principal, et ici ce rôle de compressor vaginalis latéral qu'il joue. Ce releveur de l'anus a toujours son arcade du levator ani et son aponévrose qui lui est propre, et autour de cette jonction vulvo-vaginale, sur la coupe grand B de tout à l'heure, voici maintenant le sphincter strié vulvo-vaginal, ce muscle que nous évoquions tout à l'heure à l'origine du vaginisme inférieur de Budin. Voilà cette disposition du muscle qui va lui aussi se retrouver dans le dédoublement de l'aponévrose périnéale moyenne, et comme précédemment, c'est là le territoire de la branche profonde du nerf pudendal, toujours accompagné par ces éléments vasculaires satellites. Comme tout à l'heure, voilà en regard de ces croix le prolongement latéral de la fosse ischio-rectale vers l'avant. En dessous, du côté péridéal, voilà ici le bulbe vulvo-vaginal dans l'épaisseur de la petite lèvre. Voici effilée la queue de ce corps caverneux du clitoris, et autour de cette structure, le muscle ischio-caverneux, autour de la structure précédente, le muscle bulbo-caverneux, et comme tout à l'heure, ici, le trajet en pointillé de la glande de Bartholin, qui est là, tout près de ce bulbe vulvo-vaginal.
ces structures superficielles sont emballées par l'aponévrose périnéale superficielle qui envoie les formations qui attirent la peau pour y déterminer les replis, qui vient s'étaler à la face profonde de la peau. Et voilà la situation de cette petite boule graisseuse qu'on décrit dans l'épaisseur de la grande lèvre. Là, c'est le territoire moteur et le territoire sensitif des branches superficielles du nerf principal, du nerf pudendal. Du côté endopelvien, sous l'angle viscéral, bien sûr, nous allons retrouver les vaisseaux d'abord pariétaux, iliaque externe, l'artère iliaque externe, la veine iliaque externe, et le trajet tout particulier de l'urétère qui est en train de se diriger vers la face postérieure de la vessie, qui va passer là, sur le côté, à 1,5 cm du bord latéral du cul-de-sac latérovaginal, et qui va être là en relation avec la crosse que l'artère utérine y dessine. C'est là qu'au toucher vaginal, on la sent battre. Cette crosse va déterminer ici une pince artérielle avec le rameau cervico-vaginal de l'artère utérine. C'est là également que l'on montre la descente dans la paroi latérale du vagin de ces branches terminale de l'artère vaginale longue. Bien sûr, nous sommes là dans le mésocolpos avec tous les plexus veineux. Nous sommes là avec embroché sur l'urtère le ganglion hypogastrique inférieur avec les branches végétatives que nous montrons. Et c'est donc ici que le péritoine pariétal va plongé, attiré qu'il est sur le côté du vagin par la cloison septale évoquée tout à l'heure sous le nom de lame hypogastrique, de lame pubo-sacrée. Voilà ce feutrage avec les lymphatiques, avec les artères, avec les veines qui, sur l'aponévrose du releveur, détermine l'arc endopelvien, le fascia pelvis. Et nous retrouvons, comme précédemment, la loge périgénitale, périvaginale, par rapport à l'espace pelvis sous-péritonéal qui est latéral. Là-bas, plus haut, nous pourrions, mais cela est déjà beaucoup plus à distance, mettre en place la tranche de section de l'ovaire avec la réflexion du péritoine pariétal autour de la ligne de phare et rappeler toujours les rapports viscéraux à droite du bas-fond sécal, au milieu des anses grêles et à gauche du sigmoïde, pour expliquer que là encore, des pathologies viscérales intrapelviennes, voire abdominales, puissent avoir une symptomatologie qui s'exprime à l'aplomb du plancher périnéal. Enfin, pour terminer, nous allons mettre en place la troisième coupe, grand C, celle qui, sur le schéma de tout à l'heure, passe par la partie la plus postérieure, par la loge digestive. Voilà, comme précédemment, le plan crânial, la section du sacrum et la section de l'articulation sacro-iliaque. Et sur le côté, voilà la tranche de section de la partie toute dorsale de la tubérosité ischiotique. Ici, nous pouvons évoquer l'émergence dans la grande échancrure sciatique du muscle piriforme et ici, dans la petite échancrure sciatique, la sortie et la réflexion du muscle obturateur interne avec son aponévrose de recouvrement à chaque fois. Voilà ici le plan du petit ligament sacro-sciatique et voilà ici, avec cette disposition en gouttière, le grand ligament sacro-sciatique, le grand ligament sacro-tubéral qui va dessiner là le canal d'Alcock. Nous sommes là à l'aplomb de l'ampoule rectale qui va vers le bas se prolonger par le canal anal. Et nous allons ici retrouver la ligne anorectale de Hermann à la partie haute, la ligne anocutanée de Hermann à la partie basse. Voici ici cette ligne anocutanée, la marge de l'anus avec les formations pileuses, avec les formations glandulaires que sont les glandes de Hermann et défaussées qui vont expliquer le trajet de certaines fistules anales, de certaines fissures anales également. Et nous allons ici retrouver les éléments nerveux qui ont été étudiés précédemment, l'émergence des racines du grand nerf sciatique, l'émergence
temporaire des racines du nerf pudendal que l'on va retrouver ici entrant dans la fosse ischio-rectale. C'est là en effet qu'autour de ce canal anal, on peut remettre en place les 3 couches qui ont été dessinées tout à l'heure au niveau du sphincter strié de la marge de l'anus, la couche profonde, la couche intermédiaire, la couche superficielle. C'est là qu'il nous faut maintenant remettre en place l'arrivée du diaphragme pelvien principal qu'est le levator ani dans son contingent rétrorectal. Ce levator va venir ici en regard de la ligne anocutanée, mêler ses fibres aux fibres lisses de la constitution de la paroi de l'ampoule rectale pour donner la classique arcade de Laimer. Bien sûr, nous retrouvons là aussi en arrière l'arcade du releveur de l'anus avec son feuillet aponévrotique. Et ici en dessous, nous sommes donc à l'aplomb de la graisse de la fosse ischio-rectale. C'est dans cette graisse que certaines fibres du levator ani vont traversant les contingents du sphincter strié de la marge de l'anus venir sur la face profonde de la peau y déterminer le muscle possier de la marge de l'anus qu'est le corrugator cutis ani. Et bien sûr, c'est là que le nerf pudendal arrive, donnant ses rameaux sensitifs cutanés, donnant maintenant ses rameaux moteurs destinés au sphincter strié de la marge de l'anus. Ce nerf pudendal est bien sûr accompagné par l'artère et les veines pudendales satellites. Dans la partie haute, voilà l'émergence accompagnant ce nerf pudendal du trajet du pédicule ischiatico-honteux. Nous retrouvons vers l'arrière les artères sacrées latérales, l'artère sacrée moyenne devant le sacrum avec à chaque fois les pédicules trophiques, et le péritoine va maintenant plonger sur la face latérale du rectum avant que de se prolonger vers le haut et vers l'arrière, déterminant le cul-de-sac latéro-rectal. C'est en dessous de ce cul-de-sac latéro-rectal qu'on va trouver le feutrage de la lame pubo-vésico-génito-recto-sacrée, de la lame hypogastrique qui détermine toujours l'arc endopelvien, le fascia pelvis, et c'est bien sûr là-dedans qu'on va trouver l'artère rectale moyenne quand elle existe, avec les pelotons veineux satellites, avec les lymphatiques et avec maintenant tous les éléments nerveux qui arrivent vers l'avant à la face postérieure du plexus hypogastrique qui vont donc expliquer ce feutrage sous-péritonéal. Voilà ici les 2 loges comme tout à l'heure, la loge périrectale qui est en dedans et l'espace pelvis sous-péritonéal qui est en dehors, avec les communications entre cet espace et la partie glutéale profonde. C'est là ce que les chirurgiens appellent le mésorectum. À la partie basse, rappelons le soulèvement des colonnes de Morgani dans le trajet du canal anal avec les pelotons veineux que sont les veines hémorroïdales profondes qui vont aussi expliquer certaines douleurs périnéales. Eh bien, les douleurs du plancher pelvien et du périnée superficiel peuvent être d'origine nombreuse, diverses et variées. Chez la femme, les déchirures du sphincter urétral, surtout déchirures du sphincter vulvovaginal au cours de certaines pratiques sexuelles intempestives, déchirures surtout au cours de l'accouchement, lors de l'épisiotomie, déchirures partielles ou totales qui peuvent alors gagner le sphincter strié de la marge de l'anus en arrière. Et puis, au cours de l'accouchement, la dilacération partielle ou totale qui doit absolument être réparée du muscle releveur de l'anus dans l'écartement que ce muscle va subir au cours de l'expulsion fœtale. Bien sûr, il y a les causes locales, les urétrites, il y a les bartholénites, les vulvites, il y a les fissures anales, il y a les formations hémorroïdaires qui sont à l'origine de ces douleurs. Mais il y a ensuite les douleurs d'origine viscérale pelvienne, qu'elles soient urinaires, vésicales, qu'elles soient génitales, utérines, qu'elles soient rectales, qui vont aussi, comme nous l'avons expliqué, se projeter sur le périnée. Et puis enfin, ne pas oublier
l'origine radiculaire haute en L1, L2, L3 de certaines racines qui viennent sur le périnée et qui expliquent que des tumeurs du carrefour bilio-pancréatique, des tumeurs de la tête du pancréas puissent donner des douleurs périnéales. Voilà ce que l'anatomie topographique des nerfs du périnée et de la cavité pelvienne méritait que l'on rappelât.